Eh ben, On enchaînons. commence la partie Rust. Rust. Oh que oui. Yes. Va falloir un moment quand même. Oui. Alors, Il y en a qui attendent depuis 1 semaine et 1 heure ce moment. c'est vrai, c'est vrai. Alors, en Rust, il faut savoir que on a un truc natif qui est Cargo Fuzz. Tac, tac, tac. Tutoriel Rust Fuzzbook. Ouais, là c'est que. Ouais, voilà. Ils ont raté l'opportunité de l'appeler Rufus. Ouais, Voilà. je suis pas très fan de l'idée. Alors, je zoome. Parfait. Du coup, on a du coup le truc de base dans Rust, qui est encore une fois basé sur libfuzzer, pour pas changer. Donc ça marche comme les autres fuzzers qu'on a vus jusqu'ici. Ça va marcher exactement pareil que pour du Go, donc juste un petit wrapper, bam bam, et ça marche. Mais encore une fois, libfuzzer, ça reste quand même très limité, on va dire, sur son utilisation. C'est bien pour de la CI/CD, comme on a dit la dernière fois. Donc nous, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est OncFuzzRust. Et OncFuzzRust, du coup, c'est des petits bindings sur OncFuzz, et ça marche très très bien. Donc on peut déjà commencer par vous montrer comment est-ce qu'on setup ça. Pour les pro Rust, il n'y a pas besoin d'expliquer, mais pour les autres, du coup, on va essayer d'être un peu plus explicite. Donc quand vous faites un cargo new, vous créez un nouveau projet, vous cédez dans le projet, bam, vous êtes dedans. J'explique rapidement l'architecture d'un projet Rust. Vous avez ce qu'on appelle un cargo toml, ce qui est équivalent au package.json, je pense, si je dis pas de bêtises, en React, Ouais. en Node, pardon. Ce qui rend du pipe de package.json, du pipe project.toml. Exactement. Donc c'est là où on définit un peu tout ce qui est en rapport avec notre projet, les dépendances, les binaires qui vont être build, etc. Oui, le requirements.txt aussi. Donc on va aller import notre petit oncfuzz.rs. Est-ce qu'il y est... Enfin, oncfuzzrust, pardon. Donc on a la version 0.5, mais je pense que si on va sur create... Ouais, genre la readme aurait peut-être pas été mise à jour à fond. Sinon, tu peux pas installer un create install at latest? Si, on aurait pu faire un cargo install directement. Mais au moins, ça permet aussi de montrer que... Vérifier l'état de vie du package, combien de gens l'utilisent, si c'est sain, s'il y a plusieurs maintainers et pas qu'un seul personne. Et bah, le paquet, sur les 90 derniers jours, il est téléchargé beaucoup. C'est bien, c'est un argument de sécurité. Ouais. Si y a un problème de supply chain, c'est la merde quand même, mais vous n'êtes pas seul. Mais ça... Donc, on va le rajouter ici, notre petit oncfuzz, ce qui fait qu'on peut maintenant l'utiliser. Donc, la fonction main, bon, elle fait un print hello world, mais ça, on n'en a pas besoin. Et comparé du coup au Go, bah, avec OncFuzz, on peut directement faire notre main, faire notre harness dans le main. Et bah, écoutez, si Copilote veut nous aider à le faire, on va pas lui dire non. Écoutez, pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas. Mais du coup, qu'est-ce qu'il nous a généré? Il nous a généré du coup la macrofuzz qui va être utilisée, qui prend en entrée de la data, qui va être une slice de U8. Il vérifie si la data si la len de la data est égale à 0, il va return parce qu'il ne veut pas en utiliser. Et si la data de 0 c'est 0, et bah, il va afficher que c'est une division by 0. Autrement, on peut juste enlever ça et le laisser nous faire pop. Attends, qu'est-ce qu'il fait Data, il divise par... Donc là, il va essayer de regarder si la data est vue comme... Il n'y a pas d'autocast.
Non, Ah si, ASU32. ASU32, pardon, oui, ici. J'ai pas lu. Ici, ouais. Ok, donc ça, l'autocasque, c'est cast on unsigned. Unsigned, est-ce que c'est sur combien de bytes c'est 32 8 8. Non, 8. Oui. 8 Je 8 sais pas. 8 8 x 4, 32. Oui. Mais du coup, il va faire 42 divisé par quelque chose. Et si c'est 0, normalement, on va avoir le panique de Rust qui nous dit qu'il y a eu une division par 0. Comment est-ce qu'on exécute ça? Et ben c'est simple, on fait juste un cargo hfuzz run. Ah, Le oui, c'est nom vrai du qu'il faut package. préciser. Ouais. Et le nom du package, du coup, c'est celui-là. Du coup, ce sera Rust Fuzzing. Ça compile. Et on voit que on a un crash unique et qui a été reproduit 171 fois. Les edges qui ont été cover, bah, du coup 13 sur 41, ça fait 31%. Pourquoi est-ce que c'est uniquement ça? Très bonne question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 13 sur 41? Sûrement parce qu'il doit prendre en compte des trucs donc fausses dans le lot. Ouais, des fois, faut pas trop chercher à comprendre pour le edge. Ouais. En fait, là, le edge, il y a tellement peu de edge que c'est biaisé, tu vas avoir du... C'est vrai. En fait, il y a un T'as truc qu'il plus faut prendre en d'overhead compte, que c'est... de. Non, mais il y a un logique truc métier. que tu vois pas forcément, c'est que ta macro fuzz, en fait, elle va être dépilée comme comme du code Rust. Donc ça, il y a de fortes chances qu'il y ait une partie de la macro fuzz qu'on target pas, en fait. Tu n'auras jamais 100% de coverage en edge là-dessus. Alors, pourquoi est-ce que mon VS Code il se met pas à jour? Très bonne question. Je sais pas. Mais du coup, ce qui fait que quand on lance notre petit OnkFuzz Rust, on a un dossier hfuzztarget. Ah bah c'est bon. On a un dossier hfuzztarget. Dedans, on va trouver du coup notre petit binaire qui est compilé ici. Donc si je fais... ouais non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je vais juste écrire un path pour pas grand chose. Et on a le hfuzz workspace. Dedans, on va avoir du coup un fichier sigabort qui est du coup le fichier qui a servi à crash. Et on va voir le dossier avec tous les inputs qui ont été générés. Donc, le pourquoi du comment OnkFuzz c'est mieux que LibFuzzer, c'est que déjà, on va avoir nos inputs qui sont automatiquement sauvegardés, ce qui n'est pas par défaut sur LibFuzzer. Et on peut avoir un joli report qui est dumpé aussi, qui nous permet de voir en fait ce qui s'est passé pendant la session de fuzzing. Et surtout, c'est la UI Il te qui est donne bien. pas. Il te donne pas les registres au passage? Genre, ce serait incroyable de pouvoir juste inspecter les registres Alors, avec un grep. c'est possible. Instruction, ça, on a l'instruction ici. Ce qui est déjà sympa. Ouais, on a le PC. Et après... Après, t'as non, Stack on a Trace, juste... mais là, on est... là, tous les coups, tu l'as pas compilé en mode Debug. de debug. Donc, mais ça, à la limite, de toute façon, tu t'en fous un peu. Cette Stack Trace-là, c'est bien pour faire du triaging, notamment sur les PC uniques et tout ça, mais... de toute façon, tu fais du rejeu après, direct. Ouais, c'est ça, tu fais du rejeu direct, et après, de toute façon, tu auras la Stack Trace... tu auras la backtrace, la Rust backtrace, qui elle, va être... c'est juste magique, quoi. Ça te dit exactement, c'est parfait. T'as très Tant que t'as pas pété la stack. Tu vois, la Navi a mis GDB, t'as très rarement besoin d'ouvrir un GDB ou quoi que ce soit quand tu fais du fuzzing de Rust, quand tu analyses un crash en Rust, quoi. Moi, les seules fois où j'ai besoin de sortir un GDB ou autre, c'est autrement sur un type de bug en Rust qui est genre un Stack Overflow en Rust. Donc tu as appel récursif de fonction. Là, dans ce cas-là, tu balances un GDB parce que il va t'overflow ta backtrace et tu n'auras pas ce qu'il faut, quoi. Ouais. Ce qu'on peut aussi faire, c'est tu peux aussi faire un cargo du coup hfuzz run-debug
si je dis pas de bêtises. Rust Fuzzing, et tu vas dans HFuzz Workspace, et tu... Ah, ouais, et tu lances du coup ton Sigaboard. Oh, Oh, des dépendances, ça faisait longtemps. ouais, malheureusement. Ah, voilà. Et du coup, c'est assez fluide quand on est en Rust de faire du fuzzing et de débugger parce que les gens pensent à tout à notre place. C'est assez gros. Est-ce que je Ouais. peux dézoomer un peu? Juste le temps bon, de... comme ça passe. Ok. Ça le fait encore. Du coup, on a un panique. Est-ce qu'il nous sort exactement où et pourquoi? Tac, tac, tac. Panic const div by 0. Voilà. Et qui vient de main RS, ligne 9. Voilà, ligne 9, colonne 21, du coup à partir de là. Voilà, voilà. Du coup, on peut voir que en Rust, c'est bien. D'où le fait que C'est efficace. on fait majoritairement du Rust au niveau fuzzing. Enfin, les targets qu'on a, c'est majoritairement du Rust. Donc c'est assez cool pour nous, vu que on a beaucoup d'expertise sur ça. J'ai bien à comprendre, c'est parce que des gens qui utilisent déjà du Rust veulent avoir une fiabilité encore plus pertinente, ou parce que c'est quand même un langage qui est censé être réputé pour faire moins de merde que les autres. Est-ce que c'est pour juste caper sur la fiabilité, ou est-ce qu'il y a quand même des leftover compile time qui valent vraiment la peine d'être faisés? Bah, le gros avantage, c'est surtout que les gens qui codent en Rust, c'est parce que ils ont pas envie d'avoir de RCE, tu vois, ce genre de truc, ou en tout cas d'avoir le risque d'avoir de RCE, et d'avoir de problèmes mémoire. Donc ils codent en Rust pour être plus secure à ce niveau-là. Après, Rust, c'est memory safe, mais ça veut pas dire que c'est bug, Oui, clairement. error prone ou bug safe. Donc, Du coup, quand tu as une exécution de code, une SSRF, des trucs comme ça, comment tu bah, les... là, t'es sur du bug logique, donc dans tous les cas, tu l'auras. Hein. Enfin, Ok, Y a pas- mais y a du pas coup, de comment tu les langage, caches? qui Comment est, tu le monitores? Comment tu dis à ton faiseur détecte ça? Ouais, est-ce que c'est vraiment en dehors du faiseur où tu vas te débrouiller pour mettre de l'écoute Alors ouais, là, tu es dans un cas un peu particulier, mais imaginons pour les bugs logiques de manière générale, il faut que tu crées toi-même ton détecteur. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu le mets dans ton fuzzing harness. Tu vas dans ce cas-là dire ah bah voilà, je file ça à mon parseur, imaginons un parseur de HTML, et après tu vas avoir ton output, et là à ce moment-là, toi tu vas foutre une regex et dire bah en fait si dans mon output j'ai alerte quelque chose, bref, whatever, alors toi-même tu vas mettre un panique. Et là dans ce cas-là, c'est toi qui force un crash dans un cas qui t'intéresse. Ok. Donc, et donc en fait c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle faire un oracle, un oracle de détection en fait. C'est toi ton propre oracle, c'est toi qui décides quelle est la raison pour laquelle tu veux que ça crache. Les trucs habituels sur du Rust, alors par exemple un truc important c'est que là sur du Rust par exemple on compile pas avec Address Sanitizer et tout ça, parce que ça n'a pas d'intérêt, à moins que tu tapes sur du code unsafe ou autrement sur de la FFI. T'as pas besoin d'avoir du Address Sanitizer et autres, donc t'as pas besoin d'essayer de choper d'avoir du slowdown par rapport à ça. Pas donc, besoin, genre pas rentable en termes de temps, investissement, trade-off, ou pas besoin du genre il y aura 0 point barre? Bah, pas besoin parce que tu vas perdre 20 à 30% de ton exec speed pour pas grand chose. Et à la limite, j'ai envie de te dire, si vraiment tu veux être sûr qu'il n'y a rien, bah juste tu lances ton fuzzing en normal, ok, tu vas générer ton corpus. Et, oui, tu refais une passe derrière avec. Voilà, c'est ça. Une fois toutes les 3 heures, tu compiles avec Hassan, tu refais passer la moulinette et tu vois si ça passe. Mais si vraiment tu as besoin. Tout l'intérêt, c'est qu'en Rust, la plupart des bugs, ça va faire des paniques. Donc, nous, la plupart de nos clients, et c'est aussi historique parce que moi, c'est un truc que j'ai commencé à faire en 2017, donc tout ce qui est blockchain, etc. Et en blockchain, les gens commençaient à faire beaucoup de Rust, etc. Donc, moi, j'ai commencé à faire beaucoup de Rust et d'audit de Rust. Et là, tu vois, pour le coup, dans le cas de blockchain, notamment quand tu es en layer 1, layer 2, donc quand tu es sur de l'infra de blockchain, donc littéralement serveur peer-to-peer, consensus, communication, donc peer-to-peer, RPC call, VM de smart contract, etc. Et ben quand tu es dans ce contexte-là, une RCE bien sûr
c'est un désastre. Mais un panique, c'est quand même un désastre aussi. Parce qu'en fait, ça fait un DOS, et donc ça fait un DOS du network. Et donc, en fait, même si les mecs font du Rust, en fait, tu as quand même envie d'être sûr que tu risques pas d'avoir des paniques. Ouais, t'es un peu mieux en sécu, mais en safety... En fait, tu réduis l'impact du bug, quoi. Là où en C, C++, en fait, tu serais capable d'avoir un exploit, une RCE, et le mec, il serait capable de te voler ta private key et des millions que tu peux avoir en étant mineur ou autre. Là, dans le pire des cas, le mec te dosse. Bon, c'est bien, tu peux pas être roublard, tu peux juste rendre l'autre aussi pauvre que toi. C'est ça, quelque Cool. sorte. Donc, mais bon, tu vois, c'est un peu limité. Mais donc, ouais, t'as des trucs plutôt sympas à ce niveau-là. Donc ouais, nous, on fait pas mal de fuzzing de Rust sur ça. Fuzzing de Rust et fuzzing de Go. En blockchain, c'est les deux trucs, c'est les deux standards, clairement. Et tu vois, en Go, c'est la même chose. En Go... c'est un langage un peu récent, quand un cahier des charges qui est pas relou, et du coup, tu interfaces bien. Ouais. Et nous, c'est ça qu'on aime bien avec le fait que on fait de la blockchain, alors, outre le fait que c'est buzzword, machin, maintenant, etc. Mais nous, on en fait depuis, moi, j'en fais depuis 2017, 2018. Oh, c'est facile, on était là before it went cool. Allez. Ah, c'est facile. moi, j'en ai vu des beer market, hein. Donc, mais tu vois, le gros avantage, c'est la blockchain, c'est typiquement, je pense, un des types d'applications les plus critiques qu'on a ces dernières années, tu vois. Tout ce qui est avant, c'était système bancaire, SCADA, etc. C'était des trucs en mode mais ça c'est hyper critique, machin, etc. Là, tu parles quand même de trucs où il y a des millions, voire des milliards qui sont échangés tous les ans. Ça exécute du code qui vient de l'extérieur. Ça a des points d'entrée où des mecs complètement non autorisés, sans aucune autorisation, en étant complètement anonymes, peuvent communiquer avec, etc. En termes de le profil de l'attaquant, la surface d'attaque et l'impact des bugs qu'il peut y avoir, c'est juste énorme. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que nous on kiffe.